Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Régénère. Un nouveau format, une nouvelle saison. La chaîne Régénère retrouve sa finalité première, à savoir vous informer, vous inspirer et vous donner les moyens de reprendre le contrôle sur votre santé dans un monde voué à la maladie. Un épisode par semaine, des séries structurées sur des thématiques en lien avec la santé holistique, la naturopathie, l'hygiénisme et l'autonomie en matière de choix, de vie et de santé. Nous vous l'avons promis, nous le faisons, c'est le grand retour de Régénère sous forme de podcast. Bienvenue dans ce 4e épisode de notre série consacrée à la santé bucco-dentaire, où nous explorons la bouche non pas comme un simple compartiment isolé de notre corps, mais comme un territoire vivant en constante interaction avec l'ensemble de notre organisme. Depuis le début de cette série, nous avons posé les bases d'une compréhension radicalement différente de la santé dentaire. Dans le premier épisode, nous avons déconstruit les dogmes de la dentisterie moderne, notamment cette vision mécanique qui réduit les dents à de simples structures à réparer ou à extraire sans jamais interroger leur rôle plus global dans notre physiologie. Dans le deuxième épisode, nous avons mis en lumière le danger des foyers infectieux dentaires chroniques, souvent silencieux, mais capables de générer des troubles systémiques à distance, comme des inflammations chroniques, des dérèglements immunitaires, voire des pathologies graves. Dans le troisième épisode, nous avons découvert que les dents ne sont pas figées. Elles peuvent se reminéraliser naturellement, à condition d'évoluer dans un environnement physiologique adapté, c'est-à-dire non acide, bien nourri et bien oxygéné. Mais aujourd'hui, nous allons remonter encore plus en amont. Car l'acidité buccale, l'érosion de l'émail, la prolifération bactérienne, les caries, les gingivites, tout cela ne sont que des symptômes. Et si on s'arrête aux symptômes, on reste à la surface du problème, comme le font les protocoles conventionnels, c'est-à-dire colmater, assainir localement, sans jamais chercher ce qui alimente réellement le déséquilibre. Alors, quelle est la véritable cause de l'acidité buccale? Et si la réponse ne se trouvait pas seulement dans la bouche, mais bien dans notre système digestif? Et si notre bouche était le miroir direct de notre intestin? C'est ce que nous allons explorer dans ce 4e épisode. Alors, l'acidité buccale serait-elle un simple symptôme d'un déséquilibre plus profond? C'est ce que nous allons voir dans le podcast d'aujourd'hui. Avant d'aborder l'origine réelle de l'acidité buccale, il est essentiel de revenir sur les jalons posés au fil des épisodes précédents. Car comprendre l'origine profonde d'un déséquilibre suppose d'avoir intégré une vision élargie, systémique, loin des approches mécaniques conventionnelles. Donc, dans l'épisode 1, une dentisterie qui entretient les symptômes, nous avons ouvert cette série par une remise en question radicale. Le modèle dominant de la dentisterie ne soigne pas. Il entretient. Plutôt que de chercher les causes profondes des déséquilibres, il s'attache à colmater les conséquences visibles, caries, inflammations, infections, par des actes techniques. Nous avons mis en lumière l'importance oubliée du microbiote buccal, de la qualité de la salive et surtout du rôle clé de l'alimentation. En particulier, les travaux pionniers de Weston Price ont montré que les populations vivant sans soins dentaires modernes, mais nourris d'aliments riches en vitamines liposolubles et minéraux biodisponibles, présentaient une dentition parfaite. Nous avons aussi souligné l'inefficacité réelle, voire la toxicité de certaines pratiques promues comme protectrices, à commencer par l'usage massif du fluor qui intoxique l'organisme au lieu de régénérer les dents. Ce premier épisode a posé un principe fort. La santé dentaire commence en amont, dans le terrain biologique. Alors, dans le deuxième épisode, intitulé « Les foyers infectieux dentaires à poison silencieux », nous avons abordé un sujet aussi méconnu que fondamental, c'est-à-dire que les dents dévitalisées et affectées peuvent devenir de véritables bombes à retardement pour la santé globale. Privée de circulation sanguine, une dent dévitalisée devient un tissu mort, propice à la prolifération bactérielle anaérobie. Ces bactéries produisent des toxines qui se diffusent dans tout l'organisme, sans douleur locale, sans anomalie visible à la radio, mais avec des conséquences systémiques, fatigue chronique, troubles inflammatoires,
maladies auto-immunes ou neurologiques. Nous avons aussi vu que les matériaux utilisés dans les traitements de canal sont loin d'être neutres. Résines, solvants, métaux lourds s'accumulent dans l'organisme, perturbant le fonctionnement cellulaire. En face de cela, la dentisterie biologique propose une autre voie, extraire les dents mortes, assainir les tissus, soutenir le terrain et utiliser des matériaux biocompatibles comme la zircone. Ce deuxième épisode a permis de comprendre que les dents, même silencieuses, peuvent perturber profondément notre équilibre général. Enfin, dans le troisième épisode, nous avons quitté le registre pathologique pour explorer la capacité de régénération naturelle des dents, en particulier l'émail, souvent présenté comme une structure figée, alors qu'il est en réalité en perpétuel échange avec notre environnement interne. Le rôle de la salive ici est central. Elle est à la fois tampon, elle neutralise l'acidité, et vecteur de minéraux, calcium, phosphore. Or, une salive trop acide ou trop pauvre en minéraux compromet cette dynamique. De même, la respiration buccale, en asséchant la bouche, altère la salive et favorise un terrain propice aux bactéries pathogènes. Nous avons exploré des solutions naturelles et efficaces, comme la nutrition ciblée avec des vitamines K2, D3, A, la respiration nasale, l'oil pulling, des bains reminéralisants au bicarbonate ou au sel marin. Ce troisième épisode a permis de rétablir un fait fondamental. La dent est un tissu vivant, capable de se réparer si on lui fournit un environnement adéquat. Ces 3 étapes nous ont permis de reconstruire une vision vivante, intégrée et physiologique de la bouche. Dans ce 4e épisode, nous allons encore plus loin en montrant que l'acidité buccale n'est pas un phénomène local, mais un révélateur d'un déséquilibre interne plus profond, notamment au niveau digestif. Parce que ce qui se passe dans la bouche commence souvent bien en dessous, dans l'intestin, le foie, l'équilibre acido-basique général. Prêt à remonter à la source ? Alors maintenant que nous avons compris comment l'environnement local de la bouche, salive, microbiote, respiration, nutrition, conditionne directement la santé dentaire, il est temps de remonter encore plus en amont à la source du terrain acide. Parce que l'acidité buccale ne tombe pas du ciel. Elle n'est pas une fatalité. Elle est le signal d'un déséquilibre métabolique plus global, souvent invisible, mais bien réel. Et ce déséquilibre commence au cœur de notre système digestif. La bouche est un carrefour. Elle ouvre sur l'extérieur, mais elle est aussi la première étape de la digestion. Ce qui s'y passe reflète souvent l'état des organes digestifs plus profonds, l'estomac, le foie et l'intestin. Voici comment ces liens s'expriment concrètement au travers de quelques exemples. Prenons l'exemple d'un estomac irrité ou enflammé. Quand l'estomac fonctionne mal, qu'il soit trop acide ou au contraire hypoacide, la digestion est perturbée. Résultat, reflux, fermentation, inflammation grassive. Ces déséquilibres modifient le pH de la salive, accentuent l'acidité dans la bouche et peuvent provoquer des brûlures, des douleurs, voire des lésions buccales. Un autre exemple, un foie engorgé ou paresseux. Le foie filtre en continu les déchets métaboliques, les hormones, les toxines alimentaires ou environnementales. Lorsqu'il est surchargé, une mauvaise alimentation, stress, polluants, excès de protéines, il ne parvient plus à neutraliser correctement ces toxines. Certaines passent alors dans la salive, qui devient plus acide, plus agressive, moins minéralisante. La bouche reflète alors l'intoxication hépatique chronique. Un troisième exemple, un intestin en dysbiose. L'intestin est le siège de notre microbiote, ce cerveau bactérien qui gouverne l'immunité, l'assimilation et la détox. Mais un microbiote déséquilibré, ce que l'on nomme dysbiose, souvent causé par une alimentation appauvrie, les antibiotiques ou le stress, perturbe l'ensemble du tube digestif. Il entraîne une prolifération de bactéries pathogènes, aussi bien dans l'intestin que dans la bouche, via un déséquilibre du microbiote buccal. Résultat, plus d'inflammation, plus d'acidité et plus de déminéralisation. Encore un exemple, une hyperméabilité intestinale. Lorsque la barrière intestinale est endommagée, disons par des irritants comme le gluten, les pesticides, le sucre ou certains médicaments, les molécules inadaptées passent dans le sang. Ces déchets activent une réponse immunitaire chronique qui déséquilibre le pH métabolique global
y compris celui de la salive. La bouche devient alors le reflet d'un terrain inflammatoire systémique et chronique. Dernier exemple, une alimentation acidifiante. Les produits transformés, excès de protéines animales, de sucre raffiné, produits laitiers pasteurisés, additifs, etc. Tout cela contribue à acidifier l'organisme et à affaiblir les réserves minérales. Pour tamponner, ce qui revient à dire neutraliser cette acidité, le corps puise dans ses propres minéraux, donc le calcium, le magnésium, le phosphore, notamment dans les os et les dents. C'est un cercle vicieux. Plus le corps est acide, plus il se déminéralise. Et plus il se déminéralise, plus les dents deviennent vulnérables aux agressions acides. Donc en clair, une bouche acide est rarement un problème local. C'est souvent le signal d'un foie surchargé, d'un estomac irrité, d'un intestin imperméable ou d'un terrain acidifié par l'alimentation moderne. Le problème n'est donc pas la bouche elle-même. Le problème, c'est ce que le corps exprime à travers elle. Donc, dans cet épisode, on va voir comment traiter la cause des causes. C'est vraiment ça que je veux voir avec vous dans ce 4e épisode. Nous allons donc sortir du cadre local et regarder l'ensemble du système digestif comme un tout cohérent. Nous allons voir comment l'alimentation peut basculer le terrain vers l'alcalinité ou l'acidité, comment soutenir le foie pour retrouver une salive plus équilibrée, comment restaurer un microbiote intestinal sain pour assainir la bouche, comment renforcer la barrière intestinale pour diminuer l'inflammation chronique et surtout, comment retrouver une salive protectrice, reminéralisante et vivante. L'idée, encore une fois, n'est pas de masquer les symptômes, mais de traiter le problème à la racine, de reconstruire le terrain pour une bouche qui redevienne ce qu'elle est censée être, c'est-à-dire un espace de défense, de régénération et de santé. Donc, voyons comment réguler l'acidité buccale à la source et agir sur le terrain digestif et métabolique. En effet, maintenant que le lien entre bouche et système digestif est établi, il est temps d'explorer comment agir concrètement. Bien sûr, pas de bain de bouche ou de chewing-gum anti-acidité, mais en intervenant là où tout commence dans notre terrain interne. Vous ne serez pas surpris, l'alimentation est le premier levier de rééquilibrage. L'alimentation est profondément acidifiante. Elle surcharge le système digestif, affaiblit le foie, agresse les intestins, déséquilibre les microbiotes et, en bout de chaîne, rend la salive acide. Les aliments les plus acidifiants sont bien connus. Produits industriels transformés, sucres raffinés, les céréales modernes comme le gluten, les produits laitiers pasteurisés, les protéines animales en excès, les huiles raffinées et les boissons sucrées, le café, l'alcool et même le tabac. À l'inverse, les aliments alcalinisants soutiennent la reminéralisation et l'équilibre salivaire. On connaît bien sûr les légumes crus, vers à feuilles, racines douces, légumes lactofermentés. On a aussi les fruits frais, modérément sucrés, les graines germées, les algues, les herbes aromatiques, aussi les super aliments riches en minéraux, comme la spiruline, l'ortie, la chlorelle, et bien sûr aussi les graisses de qualité, l'huile d'olive, l'huile de coco, d'avocat, etc. Mais au-delà des catégories, c'est la charge acide globale du régime qui compte. Un corps submergé de protéines, de sucre et de stress digestif chronique ne peut pas maintenir un pH salivaire neutre. L'objectif donc, revenir à une alimentation vivante, naturelle, riche en micronutriments et en enzymes. Moins de produits morts, plus d'aliments qui nourrissent vraiment. La bouche en sera la première bénéficiaire. C'est basique et c'est valable pour tout l'organisme. Prenons 2 minutes pour faire une petite aparté et traiter une question qui revient fréquemment. Les produits animaux sont-ils acidifiants ? Thierry n'a jamais caché sa consommation de produits animaux crus, de haute qualité, issus d'animaux élevés dans le respect du vivant. Et pourtant, cette position lui a valu des critiques féroces, parfois virulentes, notamment de la part du milieu imprégné d'un végétarisme perçu comme le seul choix éthique et presque spirituellement évolué. Il faut dire en effet que la souffrance animale, l'élevage industriel, l'abattage de masse ont profondément marqué les consciences et à juste titre. Dans un monde où l'animal
est réduit à l'état de marchandise, le refus de consommer des produits animaux s'est imposé pour beaucoup comme une réponse morale évidente. Mais ce que peu veulent entendre, c'est que le rejet de toute alimentation animale, quelles que soient les circonstances, repose souvent sur un arc aussi idéologique. Parce qu'il existe un autre rapport possible à l'animal, celui de la relation respectueuse, symbiotique, où l'élevage s'inscrit dans un écosystème vivant, où l'animal vit librement, en plein air, nourri selon sa nature, sans souffrance et sans artifice. Et surtout, force est de constater, au-delà des convictions personnelles, que certains produits animaux peuvent être de véritables piliers de santé, à condition d'être de qualité, bruts et issus d'animaux bien traités. Le foie cru d'un agneau nourri à l'herbe, le beurre jaune-orangé de vaches de montagne, les œufs de poule élevés en liberté, sont des concentrés de nutriments vivants, parfois impossibles à obtenir autrement. On parle de la vitamine A, vraie, la rétinol, K2, le fameux facteur X que nous verrons dans l'épisode suivant, les acides aminés essentiels, B12, fer aménique, CoQ10, DHA, etc. Thierry a toujours parlé sans détour. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre les produits animaux, mais d'être au service de la vie. Et cela passe par écouter son terrain, son métabolisme, sa physiologie et sortir des dogmes plaqués. Certains se reconstruisent en végétal cru, et d'autres s'effondrent. D'autres encore n'accèdent à une pleine vitalité qu'en réintroduisant des produits animaux vivants, bruts et vibrants de nature. Refuser de voir cela, c'est faire primer l'idéologie sur l'expérience, la morale abstraite sur la physiologie concrète. Alors revenons à notre sujet. On classe généralement les produits animaux, viande, œufs, poissons, produits laitiers, parmi les aliments acidifiants. Et sur le plan métabolique, c'est vrai, leur digestion génère des résidus acides, acide urique, acide sulfuré, phosphate, que l'organisme doit tamponner en mobilisant ses propres réserves minérales. Mais cette vision est incomplète si elle ne tient pas compte d'un facteur clé, la densité micronutritionnelle du produit lui-même. En effet, l'impact acido-basique réel d'un aliment dépend autant de sa charge acide que de sa capacité à fournir les minéraux et cofacteurs nécessaires pour compenser cette acidité. Un aliment peut donc être acidifiant sur le papier, mais ne pas avoir d'effet acidifiant sur l'organisme s'il est suffisamment riche en micronutriments alcalinisants. Encore une fois, le calcium, magnésium, potassium, zinc, vitamines liposolubles comme la K2, les enzymes, etc. Prenons 2 exemples concrets. Un steak issu d'un animal élevé industriellement, nourri aux céréales, traité aux antibiotiques, stressé et abattu dans des conditions délétères, sera pauvre en micronutriments, inflammatoire, toxique et fortement acidifiant. A l'inverse, de la viande ou du beurre issu d'animaux élevés en plein air, nourris à l'herbe, riches en acides gras de qualité, en K2, en minéraux biodisponibles, auront un impact bien plus neutre, voire bénéfique, dans un terrain équilibré. Le problème donc n'est pas la consommation modérée de produits animaux, mais la qualité de ces produits, leur origine, leur mode de production et le contexte alimentaire global dans lequel ils s'inscrivent. En résumé, les produits animaux sont acidifiants s'ils sont pauvres, transformés, dénaturés. Mais lorsqu'ils sont riches en cofacteurs et bien intégrés dans une alimentation vivante, leur impact peut être neutre ou même reminéralisant pour l'organisme. Cet aparté étant close, reprenons le fil. Il y a l'alimentation, bien sûr, conditionne l'acidité globale de tout le système, pas que la bouche, mais cela ne s'arrête pas là. Alors parlons à présent du foie, notre centre de filtrage et garant de la qualité de la salive. En effet, le foie est le grand oublié de la santé bucco-dentaire. Et pourtant, c'est lui qui filtre ce que le corps ne doit pas éliminer par les muqueuses, y compris buccales. Quand il est surchargé, lent, congestionné, il n'arrive pas à éliminer correctement les déchets métaboliques et les toxines alimentaires. Résultat, ces substances passent dans les fluides, le sang, lymphe, salive, rendant la bouche plus acide, plus irritée et plus vulnérable. Retenez bien, soutenir le foie, c'est purifier la salive. Alors voyons quelques pistes naturelles pour soutenir le foie. Bon, tout cela mériterait un développement bien plus vaste qui sera peut-être difficile de réaliser entièrement ici. D'ailleurs, je vous informe qu'un nouveau parcours sera mis en ligne début avril sur le site regenere.tv. Je vous rappelle qu'un nouveau parcours est ajouté chaque mois.
Et qu'un parcours, c'est souvent plus de 10 modules, des dizaines de pages, des heures de vidéos, bref, un contenu d'une richesse exceptionnelle, partagé mensuellement sur la plateforme. Et ce nouveau parcours sera justement consacré au nettoyage du corps et bien sûr le foie, sa santé, son soutien, sa détoxification occuperont une place centrale. Mais bon, pour ce podcast, allons au plus simple. Un foie surchargé ne peut pas filtrer correctement les toxines, ni réguler l'équilibre acido-basique du corps. Or, c'est l'un des piliers oubliés de la santé bucco-dentaire. Un foie qui fonctionne mal fait une salive plus acide, un microbiote plus instable et une bouche plus inflammée. Alors voici quelques approches efficaces et naturelles pour lui redonner de la vitalité et une réelle efficacité dans le traitement des toxines du corps. Premièrement, les cures douces à base de plantes cholérétiques et cholagogues, comme le romarin, l'artichaut, le pissenlit ou le chardon-marie. Ces plantes soutiennent la production et l'évacuation de la bile, favorisant l'élimination des toxines liposolubles et allègent la charge digestive hépatique. En infusion, en décoction ou sous forme d'extrait, elles offrent un drainage en douceur sans brusquer le système. Nous avons aussi le jeûne court ou fenêtre de jeûnes intermittents. En laissant au foie de véritables périodes de repos digestif, on lui permet de se régénérer, de remobiliser ses capacités d'auto-nettoyage et de mieux traiter les déchets accumulés. Même un simple jeûne de 14 à 16 heures par jour peut produire des effets significatifs sur l'inflammation générale et l'équilibre métabolique. Nous avons aussi, bien sûr, la réduction des protéines animales industrielles et des produits transformés, qui représentent une charge importante à métaboliser pour le foie. Excès d'azote, additifs, acides gras oxydés, antibiotiques, résidus médicamenteux. Mieux vaut privilégier des aliments bruts, vivants, facilement assimilables, pour laisser le foie se concentrer sur sa fonction de purification. Par ailleurs, il est important d'avoir un apport quotidien de légumes amers et colorés, riches en fibres, antioxydants, soufre organique et chlorophylle, comme la roquette, les endives, le radis noir, l'artichaut cru, le fenouil, le betterave, le curcuma frais, etc. Ces aliments activent naturellement les enzymes hépatiques, soutiennent la production de bile et participent à la fluidité de la détox. Il faut aussi parler de tout ce qui est sudation, drainage lymphatique et activité physique douce mais régulière. Le foie travaille en lien étroit avec la lymphe, donc bouger, transpirer, marcher en pleine nature, pratiquer le sauna et l'hydrothérapie permet de relancer les émontoires secondaires, donc la peau ou les reins, et alléger la pression sur le filtre hépatique. Il faut vraiment comprendre qu'un foie qui respire mieux, c'est tout l'organisme qui retrouve son intelligence autorégulatrice. Et en bouche, cela se traduit très concrètement avec une salive plus fluide et plus neutre, un microbiote buccal plus stable, moins d'inflammation gingivale et une meilleure capacité de reminéralisation naturelle. Soutenir le foie, c'est donc aussi prendre soin de ses dents depuis l'intérieur. D'ailleurs, le module 3 du parcours qui va sortir début avril sur le site de Regenère.tv explore en profondeur les leviers naturels pour soutenir le nettoyage du foie et de la vésicule biliaire, deux organes clés dans l'élimination des toxines liposolubles. On y découvre les plantes majeures du drainage hépatobiliaire, comme le pissenlit, le chardon-marie, le romarin, l'artichaut ou le radis noir, mais aussi l'importance des aliments amers, des fenêtres de jeûne, de la sudation, du repos digestif et de la respiration nasale profonde pour activer en douceur les fonctions de détoxification. Le module insiste également sur la nécessité d'adapter le drainage au terrain. On n'ouvre pas les émontoires n'importe comment. Le soutien du foie doit se faire progressivement, en tenant compte de la vitalité, de l'état des intestins, des reins et de la lymphe. Il ne s'agit pas de forcer une élimination, mais de créer des conditions physiologiques pour que le corps retrouve sa capacité d'auto-nettoyage. Le tout est présenté avec des protocoles concrets, des mises en garde claires et une approche respectueuse du rythme du vivant. Alors, l'alimentation, bien sûr, le foie évidemment, mais quoi d'autre pourrait influencer en amont l'acidité buccale? Mais tout le système digestif, bien sûr. Il n'y a pas d'acidité locale dans un organisme global. Penser que l'acidité buccale serait un phénomène purement local, limité à la cavité buccale, est une erreur de raisonnement typique de la vision moderne.
réductionniste et fragmenté du corps humain. C'est cette même vision qui sépare le foie du côlon, la bouse de l'intestin, la dent du reste du squelette, comme si chaque partie fonctionnait indépendamment, isolée du reste. Comme si le corps était une addition de pièces détachées qu'on pouvait soigner indépendamment les unes des autres. Or, le corps est bien sûr un système global, interconnecté, vivant, où chaque symptôme est le reflet d'un déséquilibre plus profond. La bouche ne ment pas. Elle exprime l'état du terrain général. Et affirmer qu'une acidité pourrait apparaître uniquement au niveau buccal, sans qu'il y ait d'acidité systémique sous-jacente, n'a aucun sens physiologique. Une acidité locale est toujours le reflet d'un déséquilibre global. En réalité, l'acidité buccale est la conséquence directe d'un terrain acide et ce terrain se façonne essentiellement dans le système digestif. Lorsqu'on souffre de dysbiose intestinale, c'est-à-dire d'un déséquilibre bactérien intestinal, il s'opère un changement profond dans le métabolisme du tube digestif. Les bactéries fermentent les sucs de manière excessive, libèrent des acides organiques agressifs, produisent des toxines, lipopolysaccharides, amines, etc., qui irritent la muqueuse et déséquilibrent l'ensemble du système digestif. Cette acidité intestinale n'est jamais confinée à l'intestin. Elle remonte. Elle affecte le foie par surcharge, l'estomac par modification du pH gastrique et inévitablement la salive qui devient plus acide, plus pauvre en minéraux et donc plus agressif pour les mailles dentaires. Et à cela s'ajoute un phénomène majeur, l'hyperméabilité intestinale, conséquence directe de la dysbiose, de l'inflammation chronique, de l'alimentation industrielle, du stress, des pesticides ou de la prise prolongée de médicaments comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou les antibiotiques. Quand la paroi intestinale devient poreuse, elle laisse passer dans le sang des molécules incomplètement digérées, des toxines bactériennes, des déchets métaboliques, et ces substances circulent ensuite dans tout l'organisme, déclenchant des réponses immunitaires chroniques, entretenant un terrain inflammatoire global et acidifiant le milieu interne. Ce terrain enflammé et acidifié se manifeste partout où l'organisme tente d'éliminer, donc la peau, l'eczéma, l'acné, les voies respiratoires, asthme, sinusite, le système urinaire et bien sûr la bouche où la salive devient le reflet de cette saturation. Alors, contrairement à la vision morcelée de la médecine moderne qui veut traiter séparément les symptômes dans chaque compartiment du corps, la vision holistique reconnaît l'unité des conditions internes. Elle comprend qu'un symptôme n'est jamais isolé, mais toujours l'expression cohérente d'un déséquilibre d'ensemble. Une bouche acide n'est pas malade par elle-même. Elle révèle un organisme surchargé, un intestin affaibli, un foie encombré, un terrain minéralo carencé. Il ne s'agit donc pas de désacidifier la bouche localement, mais de réharmoniser le système digestif, de réparer la muqueuse intestinale, de soutenir le foie, de restaurer le microbiote et de nourrir le corps avec intelligence. Alors, et seulement alors, la bouche retrouve son rôle naturel, celui d'une interface vivante, protectrice, reminéralisante, en parfaite harmonie avec l'état général du corps. Donc, retenez bien ceci, et c'est le cœur du message de ce podcast. Restaurer l'intestin, c'est apaiser la bouche. Il faut alors nettoyer l'intestin pour évacuer les acides à la racine. Je me répète délibérément, on ne peut pas espérer retrouver une bouche saine, une salive équilibrée et une reminéralisation efficace des dents tant que l'intestin reste congestionné, poreux, enflammé ou saturé de toxines. C'est dans le tube digestif que s'accumule une grande partie des acides issus du métabolisme, des résidus alimentaires, des toxines bactériennes et des déchets stagnants que le corps n'a pas pu éliminer. Tant que cette charge persiste, le foie est sursollicité, la lymphe est stagnante, le pH interne se déséquilibre et c'est tout l'organisme, y compris la bouche, qui en subit les conséquences. Le nettoyage intestinal est donc l'un des leviers majeurs pour relancer le processus d'auto-nettoyage du corps, évacuer les acides, réparer l'équilibre du microbiote et diminuer la pression sur les autres émontoires. Les clés d'un nettoyage intestinal efficace, c'est agir sur tous les plans. Alors voici rapidement une approche complète, intégrative, qui allie alimentation, plantes, soutien de la muqueuse
et intervention physique directe. Alors premièrement, éliminer les irritants majeurs. Le gluten moderne, le lait pasteurisé, les sucres raffinés, additifs et pesticides. Ces substances encrassent l'intestin, favorisent la dysbiose et créent une inflammation de bas grade permanent. Deuxièmement, apporter des fibres prébiotiques naturelles. Topinambour, ail, oignons, poireaux, carottes, panais, elles nourrissent les bactéries symbiotiques, favorisent la production d'acides gras à chaîne courte bénéfiques et soutiennent l'élimination. Ensuite, introduire des aliments lactofermentés vivants. La choucroute crue, le kéfir, le kombucha, kimchi, pour réensemencer la flore, abaisser le pH intestinal et reconstruire un microbiote protecteur. Aussi, il faut soutenir la réparation de la muqueuse intestinale avec du bouillon d'os, riche en glutamine, glycine, collagène, du gel d'aloe vera, de la L-glutamine, du curcuma, des oméga 3 et des plantes apaisantes comme la guimauve ou le plantain. Et enfin, il faut bien sûr réduire le stress chronique, car le stress perturbe la motricité intestinale, augmente la perméabilité de la paroi et bloque l'ensemble des fonctions digestives. La cohérence cardiaque, la respiration abdominale et les temps de repos sont fondamentaux. Abordons aussi les techniques physiques. Allez chercher le corps là où il est. Le nettoyage intestinal ne peut pas reposer uniquement sur la nutrition, les plantes. Le corps a besoin d'être stimulé, soutenu, libéré dans sa matière première. Voici les outils essentiels du nettoyage intestinal profond. Le lavement à l'eau tiède ou la décoction de plantes. La camomille, ortie, romarin. Il permet de désenflammer le côlon, de retirer les stagnations anciennes, de relancer le péristaltisme. C'est un réflexe d'hygiène interne fondamental, simple et puissant. On a aussi le balai intestinal chez Haratiri. Association de mucilagineux, psyllium, blond, graines de lin, chia, avec de l'argile, du charbon actif ou des fibres végétales pour capturer les toxines, nettoyer mécaniquement les parois, absorber les acides et assécher les fermentations. On peut parler aussi des massages abdominaux. Pratiqués avec les mains ou à l'aide d'une bouillotte chaude, ils stimulent le côlon, détendent les tensions nerveuses autour du plexus solaire et libèrent les congestions viscérales. On a aussi bien sûr les cataplasmes d'argile ou de ricin sur le ventre. Ils aident à désenflammer, drainer et relancer la circulation locale dans la sphère digestive, en particulier sur le foie et le bas-ventre. Ils soutiennent un nettoyage profond tout en calmant les douleurs. On a aussi l'exercice physique doux, les postures de yoga et les torsions. Le mouvement favorise le péristaltisme, la circulation lymphatique et l'évacuation des gaz et des toxines. L'intestin aime le rythme et la respiration. Lui redonner du mouvement, c'est lui redonner de la vie. Et oui, un intestin nettoyé, c'est une bouche apaisée. Lorsque l'intestin retrouve sa capacité à éliminer correctement, le niveau d'acidité systémique baisse, les toxines sont mieux évacuées, la charge hépatique diminue, la flore se stabilise et la salive redevient minéralisante, protectrice et tampon. Autrement dit, nettoyer l'intestin, c'est transformer l'environnement buccal sans jamais toucher à la bouche. Ce principe fondamental que la bouche reflète l'intestin sera exploré en profondeur dans le prochain parcours qui paraîtra début avril sur le site Régénère.tv. Ce parcours sera entièrement consacré au nettoyage du corps avec une place centrale donnée à l'intestin, à la lymphe, au foie et à la détoxification progressive du terrain. Des protocoles concrets, des séquences alimentaires, des plans spécifiques, des techniques simples et puissantes vous seront transmis pour libérer l'organisme des charges acides, restaurer un métabolisme fluide et créer un véritable terrain de santé. Alors, en résumé, la bouche est le reflet fidèle de notre écologie interne. L'acidité buccale n'est pas un problème local, mais un signal d'alarme que le corps envoie pour indiquer une surcharge, un déséquilibre, une saturation digestive et métabolique. Agir à la source ou perdre son temps? Agir à la source, c'est nourrir un terrain alcalin, libérer le foie, réparer l'intestin et revitaliser la salive.
C'est une approche de fond, plus exigeante que se brosser les dents 3 fois par jour, certes, mais infiniment plus cohérente, plus durable et plus puissante. Parce qu'il faut bien le dire, l'idée qu'il puisse y avoir une acidité strictement locale dans la bouche, sans qu'elle soit le reflet d'un déséquilibre global dans le système digestif, est une absurdité totale. Depuis la bouche jusqu'à l'anus, le tube digestif est un continuum, un organe unique avec des variations de fonction, mais une seule et même logique de terrain. Si votre bouche est acide, votre système digestif l'est aussi. Si votre haleine est fétide, ce n'est pas un problème de dentifrice, c'est l'expression d'un déséquilibre intestinal profond. Et croire qu'une pastille à la menthe ou un spray buccal pourra masquer ça, c'est aussi ridicule que les perruques poudrées du XVIIIe siècle, ou les douches de parfum des aristotes qui refusaient de se laver. Ça camoufle la crasse, à instant, mais ça ne change rien à la puanteur du terrain. Ce n'est pas une haleine fraîche qu'il faut, c'est un côlon propre. Parce qu'une pilule mentholée ne neutralisera jamais l'odeur de putréfaction d'un intestin saturé ni l'acidité chronique d'un foie engorgé. La mauvaise haleine, la salive acide, les gencives enflammées ne sont pas des problèmes isolés. Ce sont des signaux, des messages, des appels à l'intelligence. Et tant qu'on s'acharne à faire face à ces messages avec des artifices, on passe à côté de l'essentiel, la nécessité de purifier le terrain, de libérer le système digestif et de restaurer les grandes fonctions d'élimination. Tout le reste, c'est de la poudre aux yeux, ou plutôt peau dans la bouche. Donc, en conclusion, nous l'avons vu, l'acidité buccale, souvent perçue comme un simple déséquilibre ou un problème d'hygiène locale, est en réalité le signal visible d'un déséquilibre invisible. C'est la bouche qui parle pour le foie, pour l'intestin, pour le terrain tout entier. Et tant que l'on n'écoute pas ce message, on se contente de traiter les symptômes en laissant les causes intactes. Retrouver une bouche saine, c'est donc beaucoup plus qu'une question de brossage ou de dentifrice. C'est un processus global de rééquilibrage, en nourrissant un terrain plus alcalin, en libérant les organes d'élimination, en réparant le microbiote et les muqueuses, et en restaurant une salive protectrice, vivante et reminéralisante. C'est tout cela qui permettra aux dents de retrouver un environnement où elles peuvent se régénérer naturellement, comme tous les tissus vivants de notre corps. Mais pour que cette reminéralisation soit possible, il faut un autre ingrédient essentiel, un catalyseur, un facteur oublié de la dentisterie moderne, mais pourtant central dans toutes les médecines traditionnelles. Ce facteur, le Dr Weston Price l'avait identifié dès les années 30. Il l'avait appelé le facteur X. Aujourd'hui, on le connaît sous le nom de vitamine K2, un micronutriment clé pour diriger le calcium au bon endroit, favoriser la reminéralisation et prévenir les dépôts indésirables dans les tissus mous. Dans le prochain épisode, nous plongerons au cœur de la micronutrition dentaire pour comprendre pourquoi certaines vitamines et cofacteurs sont absolument indispensables à la santé de nos dents, de nos os et de notre métabolisme global. Et pourquoi ils sont si rares dans l'alimentation moderne. J'ai donc vraiment hâte de vous retrouver pour l'épisode 5 intitulé « Le facteur X, micronutriments oubliés, dents vivantes ». Merci du fond du cœur pour votre écoute. Si cet épisode vous a parlé, si vous sentez que ce type de regard global sur la santé vous éclaire et vous renforce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager ce podcast autour de vous et à laisser un commentaire. Votre soutien est essentiel pour que ce message continue à circuler. Et si vous souhaitez aller plus loin, approfondir tous ces sujets avec une méthode structurée et cohérente, sachez que sur le site regenere.tv, de nouveaux parcours sont publiés chaque mois, avec pour chacun plus d'une dizaine de modules, des vidéos détaillées, des fiches pédagogiques, des protocoles concrets. Et vous y retrouvez aussi plus d'une dizaine de formations déjà disponibles, un forum d'échanges vivants et des articles riches, documentés, accessibles, conçus pour vous donner votre souveraineté sur votre santé. Parce qu'en réalité, le savoir rend libre et la compréhension du vivant, quand elle est incarnée, rend puissant. À très bientôt pour la suite du chemin.